Un milliardaire a regardé sa fille gelée dans la neige et est reparti comme on quitte un rideau qui gêne la vue. Ce soir, dans une salle au lustre froid, il rit des chiffres qui l'ont protégé. On dira plus tard que sa disparition valait 2 millions. On dira plus tard qu'on avait tout calculé. Mais d'abord, il y avait une fillette recroquevillée contre une souche, un cardigan rouge trop grand pour ses épaules et les étoiles qui ne répondaient pas. Pour être clair dès le départ, ceci est une histoire de fiction, mais elle s'accroche à des vérités humaines reconnaissables. L'argent qui corrige la culpabilité, la mémoire qui s'effiloche et les décisions qui pèsent sur plusieurs vies. Ce n'est pas un reportage, c'est une narration construite autour d'un crime de cœur, d'une fraude glaciale et d'un prix que la survie impose, physique, psychologique, moral. La salle de gala sentait la laque et le parfum de ceux qui n'ont plus à regarder la pluie. Lennox Dron entrait comme un gouverneur dans un empire chauffé. Les caméras captaient ses traits ensevelis de sérénité, les journalistes glissaient des compliments polissés, des anecdotes sur ses donateurs, ses œuvres de charité qui semblaient, sous les projecteurs, panser les tâches de l'histoire. Ses mains, que l'on montrait à la télévision comme celles d'un bienfaiteur, étaient celles d'un homme qui savait transformer des poids en actifs. Le contraste était brut. Au cœur de ce monde, une histoire laissée au froid. La serviette en tissu glissait sur la table. Un champagne miroitait comme un morceau d'étoile. Et au milieu de ce luxe, aucune mention d'une fillette laissée dans les montagnes 15 ans plus tôt. Les conversations contournent souvent l'indicible. On parle d'art, d'investissement, d'humanitaire, on invoque l'émotion sans toucher le sang. Mais la vérité ne se cache pas pour toujours. La vérité, comme une vieille cicatrice, finit par rappeler son propriétaire. Le cardigan rouge était rangé, exhumé d'un placard silencieux, plié avec soin par des mains qui n'avaient jamais appris à mentir sans trembler. C'était devenu un objet aimant, photographié parfois dans de vieux albums, parfois flouté dans la mémoire de Sky, parfois tendu comme une preuve dans les dossiers que personne ne voulait voir. Pour ceux qui l'apercevaient, il semblait raconter deux vies, la fillette qui avait eu froid et la femme qui avait appris à enfiler l'indifférence comme une armure. La montagne ne pardonne pas les erreurs de calcul. Une nuit où la brume avait avalé les sentiers, une voiture s'était arrêtée à l'orée d'un bosquet. Les pas s'étaient évanouis, le moteur avait repris son ronron sans bruit et sur la terre gelée, une enfant de 5 ans avait regardé les phares s'éloigner. C'est là qu'Elias la trouva. Il était petit, râpé par les hivers et les boulots mal payés, mais il avait de grands yeux qui savaient voir la détresse. Elias n'était pas un héros dans l'acception glorieuse du terme. Il était un homme qui, une nuit, avait reçu une somme, une enveloppe compacte, 7 000 $ en billets qui sentaient le café, pour s'assurer que la fillette ne revienne pas dans la vallée où elle aurait dérangé des arrangements. Les mains qui avaient tendu l'argent avaient répondu à une logique simple. Neutraliser un problème coûte moins cher que le laisser traîner. On lui avait demandé de faire un choix. Il avait accepté l'enveloppe. Puis il avait rompu le contrat en embrassant la chaleur d'un serment plus vieux que l'argent. « Je ne suis pas un héros », murmura-t-il une fois, quand la neige avait cessé d'enfoncer ses pas. « Je suis juste un homme qui n'a pas su regarder ailleurs. » Sky se souvenait d'une odeur de désinfectant et des lumières fluorescentes qui rendaient sa peau plus pâle que nécessaire. Les médecins parlaient doucement d'un cœur fragile, d'un avenir qui demanderait des surveillances et des médicaments, d'un coût qui ressurgirait comme une facture imprévue au coin de chaque nouvelle année. L'hôpital avait laissé une empreinte, une facture initiale de 8 000 $, la surveillance, les pansements, les nuits insomnes d'Elias au chevet. Puis, plus tard, la pharmacie, le flacon dont le prix tournait autour de 300 $ par mois, une somme qui devenait un petit iceberg financier dans la vie d'un foyer qui n'avait pas de banque confortable. Le mensonge, quand il commence par protéger, finit souvent par exiger d'autres mensonges. Pour que le monde oublie cette fillette, une histoire fut écrite, un accident, un corps qui n'a jamais été retrouvé, un acte de décès signé par des mains qui regardaient ailleurs. Les documents officiels furent forgés avec une précision presque clinique.
Un acte de décès falsifié ouvrait la porte à une retraite financière, une assurance dont la clause cachée promettait une indemnité de 2 millions. 2 millions qui changeaient un visage, 2 millions qui, sur le papier, transformèrent une absence en verrouillage social. Lennox Drone, dont le nom deviendrait une marque, encaissa la somme et plaça la disparition dans la boîte à archives de sa conscience. Elias signa, non pas l'acte, mais le silence. Il tenait le 7 000 $ comme un fardeau qui lui rappellerait à chaque nuit pourquoi il avait choisi de ne pas fermer les yeux complètement. Ce qu'il décida de garder secret, il le protégea, parce qu'il aimait la fillette qui tremblait contre son pull. Il prit la responsabilité de la masquer au monde. Il lui apprit à mentir sur son âge quand la curiosité des autres devenait un couteau, et fit de son appartement un sanctuaire de briques et de brocs où l'on apprend à sourire avec la résignation plutôt qu'à rire sans mêler. Le mensonge laissait là dans une pauvreté qui n'était pas seulement financière, elle était sociale, elle était mémoire tronquée, elle était un héritage de regards détournés qu'aucune charité ne pourrait nettoyer. Sky grandit avec une sorte de colère silencieuse qui n'avait pas encore de cible. Elle se souvenait d'éclats, des fragments, un cri dans la nuit de la montagne, le visage usé d'Elias, la chaleur du cardigan rouge, la lumière crue des hôpitaux. Mais la plupart du temps, sa mémoire était comme une fenêtre embuée. On en voit les contours, on devine des silhouettes, mais le centre manque. Ces blancs devinrent des moteurs. Ils l'empêchaient de s'abandonner. Ils la poussaient à questionner, à fouiller, à éprouver toute vérité qui se présentait comme simple. L'école fut un théâtre sans applaudissements. Les autres enfants sentent la différence. Ils ont des gestes précis, des questions maladroites, des invitantes exclusions. Sky apprit à se tenir droite face aux moqueries, à laisser la colère se transformer en mécanique, observation, collecte, calcul. Elias, dans ces années, se montra patient et rugueux, plein d'orgueil et d'erreur. Parfois il éclatait contre l'insuffisance, parfois il se laissait aller à une tendresse si pure qu'elle suffisait à contenir toute l'adversité. Il travaillait par petits boulots, passant d'un chantier à un service de livraison, réduisant ses propres besoins pour payer la pharmacie et les bilans médicaux. Les 2 000 $ mensuels n'étaient jamais dans leur plan. Il vivait d'appoint, d'un filet d'aide sociale, de la constance tremblante d'un homme qui promettait à une enfant qu'elle ne serait jamais laissée toute seule à nouveau. Le motif du cardigan rouge revenait. Parfois, Sky l'enfilait quand elle avait besoin de sentir qu'une protection, faible mais réelle, la recouvrait. Plus tard, elle glissa le vêtement dans son sac lors de déplacements importants. Le tissu, même usé, portait des odeurs d'enfance et de secrets cousus à la main. Des années passent comme des feuilles dans un courrier, rapidement, parfois en silence. Sky devint une adolescente qui lisait les étiquettes, les petites lettres au bas des contrats, qui comprenait vite que le langage officiel aimait masquer la vérité dans des paragraphes denses. Elle était devenue une experte précoce du détail administratif, factures, reçus, noms propres. Ses compétences n'étaient pas un passe-temps, elles étaient une armure. Elle notait tout, le coût mensuel des médicaments, la date des rendez-vous, la signature des infirmières, la couleur d'un formulaire. Sa mémoire, bien qu'éclatée, s'affinait dans la traque. La première étincelle d'un soupçon véritable survint par hasard. Un vieux téléviseur de l'épicerie du coin diffusait un segment sur des œuvres de bienfaisance. Un présentateur, sans le vouloir, glissa le nom Lennox Drone, mention auditive comme une cloche lointaine. Sky sentit quelque chose se dresser dans sa poitrine, un nom qui sonnait comme si on avait fermé une porte sans regarder ce qui était resté derrière. Elle écouta, puis s'éclipsa, puis rentra au foyer avec des questions qui tournoyaient. Des petits indices vinrent s'assembler comme des tesselles, une vieille coupure de journal qu'Elias avait conservée, une photo grise d'une voiture, un reçu trouvé dans un livre de comptabilité d'occasion, une mention furtive d'une police d'assurance dans une conversation qu'Elias avait cru étouffer. Sky commença à construire une image sans pouvoir encore poser les mots exacts. Quelqu'un d'important, un nom associé à la richesse et une somme qui brillait comme une flamme d'injustice. Un soir, alors qu'elle fouillait des cartons achetés à la brocante du quartier, Sky tomba sur une liasse de photographies jaunies. Au milieu des visages flous, il y avait une image qui la cloua. Une photo d'enfant prise à la lisière d'un bois, un peu floue, le même cardigan rouge. Au dos, un timbre d'archives et griffonné, à demi effacé, un nom. Disparition, Vallée Nord. Son cœur fit un saut inconfortable. Elle examina l'album, ses doigts tremblaient.
Elle portait la preuve entre ses mains et l'espace qui s'ouvrait devant elle semblait simultanément prometteur et dangereux. Sky n'était plus seulement la bénéficiaire d'un secret, elle devenait la dépositaire d'un puzzle dont quelques pièces laissaient entrevoir un tableau plus grand, et les pièces semblaient pointer vers un nom qui revenait trop souvent dans les papiers d'époque et les donations philanthropiques. Lennox Dron. C'était une coïncidence trop lourde pour être simplement ignorée. Les années la firent devenir rationnelle dans sa colère. Elle s'inscrivit à des cours de soir, archivistiques, bases de données publiques, recherches en ligne. Elle apprit à naviguer entre microfilms poussiéreux et bulletins municipaux, à extraire des dates, à suivre des flux d'argent. Les bibliothèques et les archives locales devinrent ses sanctuaires, les rayonnages, ses alliés contre l'oubli. Elias la regardait partir avec une fierté voilée et une inquiétude rentrée. Parfois, au dîner, il la voyait retourner des noms comme s'ils n'étaient que des pièces à examiner. Parfois, elle la trouvait silencieuse, comme si elle retenait un cri. Il savait que ses propres choix passés avaient greffé sur elle une mission. Il portait la culpabilité et l'amour comme deux pierres dans la même poche. Son regard trahissait la lutte, être celui qui avait sauvé, mais aussi celui qui avait permis l'occultation. Il avait pris 7 000 $. Il avait aussi choisi d'ouvrir la porte d'un avenir fragile. Ses sacrifices étaient réels, mais imparfaits. Et Sky le savait. Son affection pour lui ne l'aveuglait pas. Elle reconnaissait la complexité de son sauveur. À 20 ans, Sky avait transformé son ressentiment en compétence. Elle travaillait en freelance pour des petites entreprises locales, classant des archives, rédigeant des synthèses, construisant des bases de données qui donnaient du sens à des montagnes de papier. Elle avait appris à se mouvoir sans bruit dans les systèmes administratifs. Et un soir, dans un dossier d'archives numérisé, elle fit une découverte qui arrêta son souffle. Un acte de décès signé par un notaire de la région, la mention d'un sinistre sans corps retrouvé et, collé comme une tache de rouille sur la page, la référence à une police d'assurance dont le montant s'élevait à 2 millions. La logique de ce qui s'était passé commença à se former devant elle. Un acte de décès falsifié, une indemnité, une personne qui, en coulisses, avait tout à gagner. Mais il y avait encore des trous. Qui avait signé? Qui avait ordonné? Et pourquoi son nom, Lennox Dron, émergeait-il partout où la richesse devait racheter l'inconfort? Sky concélébra sa froideur intérieure et se jura de ne pas se laisser entraîner par une colère qui lui ferait perdre la tête. Elle ne voulait pas de vengeance aveugle, elle voulait la vérité et la justice. La première étape fut simple et prosaïque, retrouver le dossier d'assurance. Les institutions n'effacent pas tout, elles cachent, elles maquillent, mais elles laissent des traces. Sky passait des nuits à éplucher des microfilms, des répertoires de police d'assurance et des notes de service. Elle trouva, enfoui dans une correspondance interne d'une compagnie, un reçu, un paiement effectué au nom d'un tiers. 7 000 $, crédités sur un compte au nom d'Elias Rowan. Ce chiffre, déjà entendu dans les récits de la maison, devint une preuve tangible. Il confirmait ce que l'enveloppe d'il y a des années lui avait déjà raconté. Quelqu'un avait payé pour qu'elle disparaisse. Mais les questions se superposaient encore. Il lui fallut du temps pour relier les points entre l'acte falsifié, la police d'assurance et le silence complice. Chaque document qu'elle découvrait respirait la même odeur, celle d'une logique économique où la vie d'un enfant pouvait être convertie dans un flux financier qui nettoyait une réputation. Elle apprit à lire entre les lignes, elle nota les références, fit des copies, grava des sauvegardes. Sa chambre se transforma dans une cartographie d'indices, des ficelles suspendues à une vie de fil qu'elle cherchait à dénouer. Elias, lorsqu'il comprit la nature de son enquête, s'éloigna, pas par lâcheté, par peur. La peur n'est pas seulement d'être découvert, elle est la peur du prix que la vérité pourrait encore exiger. Si l'enquête venait à la lumière, leur vie serait pulvérisée. Poursuite, procès, révélation publique. Et le procès ne porterait pas seulement sur Lennox Dron, il interpellerait Elias, ses gestes, ses bocaux d'argent. Tout ce qu'il avait essayé de simuler pour protéger Sky pourrait se retourner contre eux. Pourtant, au fond des nuits, il savait que pouvoir parler convenablement, dire enfin la vérité était aussi une voie pour guérir. Sky, quant à elle, ne voulait pas des actes spectaculaires, elle voulait des preuves, elle voulait des mots consignés, des signatures, des dates. Elle voulait faire basculer le poids des mensonges vers la clarté d'un dossier.
C'était son métier à présent, transformer la douleur en recherche méthodique. Elle s'imposa une règle, aucune action illégale, aucune attaque anonyme. Elle observa, elle attendit, elle planifia. La décision prise, elle entra en lice comme on se glisse dans un costume trop grand pour soi. Elle commença à cibler l'institution qui protégeait le nom de Lennox, Dratic, une entreprise aux multiples branches, aux plaques brillantes et aux valeurs mises en exergue sur des brochures immaculées. Dratic était l'ombre qui suivait les donations de Dronne, le bras exécutif d'un empire construit sur des accords invisibles. S'y introduire ne serait pas héroïque, ce serait méticuleux. Elle postula pour un poste junior, un emploi que personne ne lui refuserait. Archiviste, aide à la documentation, un rôle qui, dans un grand organisme, permettait d'approcher des dossiers, d'observer des flux et de repérer des erreurs que d'autres ne regardaient jamais. Avant de se rendre à un entretien pour ce poste, elle revêtit le cardigan rouge. Ce n'était pas une coquetterie ni un rituel naïf, c'était un témoignage. Le tissu, usé, avait gardé la chaleur des hivers passés. Elle pensa un instant à Elias qui l'attendait sur le pas de la porte, à ses yeux fatigués qui cherchaient l'apaisement. Elle songeait au prix que la survie avait exigé d'eux, nuits sans sommeil, menus amputés, mensonges lus comme des lignées de vie. Le cardigan était un talisman contre l'effacement. À l'entretien, elle parla peu, écouta beaucoup. Ses compétences semblaient mineures face au CV impeccable des autres candidats, mais dans les petites entreprises, la persévérance compte. On finit par lui proposer un poste temporaire, une mise à l'essai. C'était suffisant pour poser un pied derrière la porte. Au fond, elle savait que ce n'était que le premier pas d'une longue danse. L'accès aux archives, aux comptes, aux correspondants internes, c'était la possibilité d'extraire des preuves. Et lentement, le plan prit forme. Infiltrer, trouver, exposer. Pas détruire pour détruire, mais rendre public ce qui avait été caché derrière les vitrines de la générosité. Elias tenta de la convaincre de prudence. Sky l'écouta, ses prunelles durcies par des années de manque de réponse. Elle ne recherchait pas la vengeance, elle cherchait la vérité. Elle savait que la vérité pouvait blesser ceux qui l'entouraient, elle savait aussi que garder le silence avait un prix plus grand. À quel prix avait-elle survécu lorsqu'on l'avait jetée sur la neige? Cette question la suivait comme une ombre, elle pesait maintenant sur le seuil d'une entreprise au couloir feutré. Quand elle passa la porte vitrée de Dratic pour la première fois, elle ressentit une tension étrange, le même mélange d'admiration et de dégoût que l'on éprouve devant une cathédrale bâtie sur ancienne tombe. Les panneaux indiquaient élégamment les différents départements. Les bureaux étaient propres, les sourires polis. Tout ce luxe administratif respirait l'innocuité. Tout ce luxe administratif était précisément ce qui rendait la fraude durable. Sky sut que maîtriser ces espaces requérait patience et intelligence. Elle ne savait pas encore que, derrière les façades immaculées, se cachaient des procédures bâclées et des dossiers mal rangés. Elle n'imaginait pas non plus la résistance qu'un nom comme Lennox Drone pouvait déclencher dans les couloirs. Mais elle comprit très vite que chaque document accessible, chaque photo scannée et chaque reçu caché pourrait basculer un récit entier. L'enquête s'annonçait plus longue que prévu. Les preuves qu'elle avait récoltées jusque-là, bien que solides, n'étaient que des éclats. Il lui faudrait des documents internes, des correspondances, peut-être une confession. Mais comment obtenir tout cela sans se brûler? Elias l'observait s'éloigner, tenant encore entre ses doigts la facture de 8 000 $, le reçu des 7 000 $, un petit carnet où il avait noté des rendez-vous médicaux. Dans ces carnets, il écrivait parfois comme pour se souvenir d'un homme qu'il aura voulu être. Le poids du passé était tangible. Il lui avait menti pour la sauver. Il lui avait menti pour lui donner une chance. Maintenant, il la regardait entrer dans un monde où la vérité se paie souvent au prix fort, et il craignait que, pour la première fois, il ne puisse la protéger contre le courroux des institutions. Sky avait désormais un plan qui commençait par un simple verbe, « entrer ». Le lendemain, elle prit le bus du matin, serrant contre elle le cardigan, et descendit devant la façade impersonnelle de Dratek. Son identité était désormais déposée sur des formulaires, sa photo scannée, sa signature apposée sur un contrat d'engagement. Ce petit acte l'avait rendue officielle. Elle avait un badge, une adresse de courrier interne et la plus grande liberté que donne l'accès aux archives. À la fin de sa première semaine, elle trouva une erreur. Ce n'était pas une découverte spectaculaire, un dossier mal étiqueté, une référence croisée manquante.
mais dans ces petites inexactitudes se nichent parfois des vérités plus grandes. Elle copia la page, la sauvegarda, l'envoya anonymement à son propre email. La prudence exigeait de la rétention, la curiosité de l'action. Le prix de la survie s'élevait déjà en factures et en heures volées. Chaque nouvelle donnée qu'elle collectait achevait d'écrire une question qui la suivrait jusqu'à la montagne où tout avait commencé. L'enquête venait de prendre forme, mais le chemin pour dévoiler la vérité restait long, étroit et semé de risques, juridiques, émotionnels et parfois physiques. Sky l'avait compris. Révéler ne guérit pas tout. Cela oblige à regarder ensuite le vide laissé par les mensonges. Et sur la route qui la ramenait à la petite maison qu'elle partageait avec Elias, elle serra encore une fois le cardigan contre elle. Les lumières des bureaux s'éteignaient progressivement. La nuit reprenait ses droits sur la ville. Elle sentait le poids accumulé des factures. 8 000 $ ici, 300 par mois là. Le montant grotesque inscrit dans les dossiers, 2 millions. Elle se demandait si l'argent pouvait réellement réparer l'effraction morale qu'avait été son abandon ou si, à la place, il continuerait d'acheter l'oubli. La suite de son plan n'était pas encore tracée, mais sa décision était prise. Elle n'aurait pas recours à des moyens illégaux qui la déshonoreraient. Elle apprendrait à trancher selon les règles du droit et de la morale, même si ceux-là étaient les mêmes outils dont usait la puissance pour se camoufler. Au fond d'elle, une colère persistante martelait la question que l'on avait posée au début. Elle avait survécu, oui, mais à quel prix ? C'était la question qui dictait maintenant chaque mouvement, chaque nuit blanche, chaque page photocopiée. La vérité, pensait-elle, ne serait pas seulement un châtiment. Si elle devait exister, elle devrait se muer en réparation, restitution pour ceux que l'argent avait oubliés, reconnaissance pour ceux qu'on avait fait passer pour morts, et un projet qui interdirait que d'autres enfants tombent dans le même oubli acheté. C'était audacieux, c'était fragile, mais c'était tout ce qui restait à une fille qui avait connu le froid comme une école. Le lendemain, alors que le soleil perçait à peine à travers des nuages bas, Sky reçut une notification interne, l'invitation à assister à une retraite annuelle organisée par Dratic dans une clairière que l'on disait ressourçante, à quelques heures en voiture du siège. L'invitation, destinée au département administratif, mentionnait des ateliers, des discours sur l'éthique et des activités de consolidation d'équipe. Rien d'exceptionnel. Mais le mot « clairière » fit vibrer quelque chose dans son esprit. Les montagnes où elle avait failli mourir avaient une clairière. Une coïncidence, peut-être, ou peut-être une porte entr'ouverte sur le lieu où tout avait été scellé. Elle contemplait la notification comme on considère un morceau de verre trouvé dans le sable, utile, tranchant et potentiellement révélateur. Une idée commençait à germer, lente et prudente, si elle pouvait amener la conversation, sans apparence de provocation, sur ce terrain, si elle pouvait faire coïncider le lieu du passé avec un présent médiatique, alors la chance de voir surgir des réponses grandirait. Mais chaque pas vers la clairière, chaque plan pour rapprocher le passé du présent comportait un prix. Le prix qu'elle avait déjà payé pour vivre se rappelait à elle constamment. L'abandon, la mémoire morcelée, la culpabilité d'Elias et la liberté compromise. Elle pensa à Elias, à la somme de 7 000 $ qui avait tenté d'acheter leur silence, à l'acte de décès qui était devenu clé d'un empire, à la somme de 2 millions transformant un flux brut en transaction. Elle pensa aux frais d'hôpital, à la pharmacie, aux nuits où l'on compte les minutes entre deux crises, à l'odeur du désinfectant. À quel prix, se répéta-t-elle, à quel prix avais-je survécu? La question resta suspendue alors qu'elle pianotait une réponse automatique pour confirmer sa présence à la retraite. Elle cliqua, envoya, et la machine s'enfonça dans le flot des processus de l'entreprise. Le plan, discret, commençait à prendre forme. Mais ce n'était que le commencement d'un déplacement qui allait l'emmener là où la vérité attendait, sous la mousse humide de la clairière, entouré de témoins qui n'avaient jusqu'alors jamais voulu regarder en arrière. La clairière était plus petite qu'elle ne l'avait imaginé. Les grands sapins formaient un rideau humide, leurs racines tordues gardaient l'humidité comme des souvenirs anciens. Quand les employés de Dratéic arrivèrent en minibus, ils parlèrent doucement, comme si les mots pouvaient abîmer le cadre immaculé du week-end ressourçant. Les tables étaient dressées, les logos sobres, les intervenants compétents et les sourires bien entraînés. Sky observa tout depuis l'arrière,
le cardigan rouge serré contre elle comme une promesse muette. Autour d'elle, on parlait d'éthique, de responsabilité sociale, de transparence. Les discours avaient des mots propres. La vérité, pensa-t-elle, préfère souvent les lieux qui sentent le cirage. Lennox Drew n'était là. Rarement présent aux réunions de routine, il avait accepté l'invitation à la retraite cette année, justifiant sa venue par le besoin d'inspiration directe. Il circulait, mesurait les poignées de main, offrait des blagues calculées. Il respirait la confiance d'un homme sûr que sa fortune lui donnait le droit au silence. Il ne savait pas encore, que la clairière choisie pour se refaire une conscience serait pour lui le théâtre d'une dette qu'il croyait effacée. Sky avait passé la nuit précédente à vérifier une dernière fois son plan. Elle n'était pas naïve, il ne s'agissait pas d'un grand théâtre hollywoodien où tout s'éclairait en 2 heures. Elle avait travaillé pendant des mois, photocopie, scan, sauvegarde. Elle avait imprimé des pages d'archives, reproduit des factures, récupéré des courriels internes qui faisaient état d'un dossier annulé, mis de côté la coupure du microfilm montrant la photo à la lisière du bois. Elle détenait l'acte de décès falsifié, la référence à la police d'assurance de 2 millions, le reçu montrant un virement de 7 000 $ vers un ponte relié à Elias Rowan, et surtout la facture initiale de l'hôpital, 8 000 $. Ces chiffres attendaient leur heure. Elle n'était pas seule. Elias avait fait la route en silence, hésitant. Les mains qui avaient autrefois reçu une enveloppe de billets tremblaient encore. Mais ce tremblement n'était plus le même. Il avait passé des nuits à écrire et raturer des lettres qu'il n'enverrait jamais. Il n'était pas venu pour se faire pardonner, il était venu parce qu'il n'avait plus la force de regarder sa fille faire seul le poids de la vérité. Avant de partir, il avait glissé dans la poche de Sky un petit magnétophone ancien, un appareil simple qu'il avait acheté avec l'argent d'un travail de trop. « Si tu as besoin », avait-il dit d'une voix qu'il croyait neutre. Sky avait compris que, pour lui, la reconnaissance de l'erreur devait être consignée autrement que dans un murmure. La retraite suivit le programme. Conférences, ateliers, sessions de groupe. Les cadres parlaient d'accountability avec des mots anglais pour éviter l'intimité du français. Sky écoutait, nota, feignit l'intérêt, observa. Elle profita de pauses café pour glisser une photo dans un dossier, pour coller discrètement une copie d'un document sur la table où l'on discutait des procédures d'assurance. Tout devait sembler fortuit. Rien ne devait ressembler à un piège. La stratégie de Sky n'était pas de provoquer, elle voulait que la vérité surgisse lorsqu'on ne la cherchait pas. La lumière changea lorsque la session sur l'éthique prit fin et que l'on annonça une randonnée guidée vers la partie reculée de la clairière. Les organisateurs parlaient d'une activité de pleine conscience, d'un exercice de reconnexion avec l'environnement. Sky sentit l'adrénaline monter. La randonnée était un prétexte parfait. Elle rapprocherait le groupe de l'endroit précis où une ancienne route forestière, oubliée, s'ouvrait sur une petite dépression que les habitants appelaient encore la vieille clairière. C'était la même topographie que sur la photo jaunie, la même mousse, le même cercle d'arbres qui accueillait parfois la neige plus longtemps que le plateau environnant. Elle avait préparé ses papiers pour que, à un moment choisi, ils apparaissent comme par hasard sur une table. Mais le hasard, elle le savait, n'existe pas. Il faut parfois le provoquer. Elle avait besoin d'un déclencheur, d'un regard qui reconnaîtrait. Lennox, en homme de présence, il reconnaîtrait un certain type de papier, un certain logo, une certaine marge sur un document. Sa psychologie était prévisible. Face à une preuve maldroitière, il se protégerait d'emblée. Face à une preuve qui semblait amicale, il se replierait. Au début de la randonnée, Sky marcha au milieu du groupe, conservant une conversation légère avec une collègue qu'elle venait à peine de rencontrer, Amanda, un nom qu'elle avait repéré dans un ancien échange par courriel, une collaboratrice occasionnelle de Lennox. Amanda ne savait rien. Sky ressassait les dialogues qu'elle avait préparés mentalement, mais ne voulut pas les prononcer. Ce serait trop. Le moment vint lorsqu'on arriva sur la marge de la vieille clairière. L'air était plus froid, l'odeur de sève plus tenace. Les employés s'installèrent, se firent des photos, rièrent. Lennox, fidèle à son habitude, se posta près d'un vieux tronc pour une photo officielle, sourire vers la caméra. Les téléphones s'allumèrent, les assistants prirent des plans destinés au rapport interne. Ce furent ces mêmes assistants qui laissèrent leurs sacs mal fernés. Leurs documents tombaient parfois des pochettes, des stylos roulés. Ce fut une de ces pochettes qu'une employée laissa ouverte au sol. Sky passa.
la main légère, et déposa dessus une enveloppe à moitié cachée, contenant une copie de l'acte de décès falsifié et une photo floue de l'enfant au cardigan rouge. La première réaction fut l'indifférence pratique. Une personne ramassa la pochette, feuilleta, soupira. Un cadre distrait lança « Quelqu'un a oublié ça, on rangerait ça après ». Personne ne pensa que ces pages allaient valser une construction. Mais l'enveloppe fit ce qu'on attend d'un grain de sable. Elle fit un léger blocage. Un assistant, curieux, s'assit à l'ombre d'un tronc et regarda plus attentivement. Il fit glisser son regard vers la photo, fronça les sourcils. Le regard qui suit une piste commence par un pli du front, non par un cri. Plusieurs minutes plus tard, une jeune responsable, Jessica, qui s'occupait des archives numériques, s'agenouilla pour replacer la pochette dans un sac. La photo du cardigan attira sa curiosité. Elle leva la tête et vit Lennox sur le tronc, le regard déjà empli d'une certaine fatigue. Sur un coup de tête, Jessica approcha la pièce, interrogea l'assistance. « C'est l'une de vos archives ?» Les gens secouèrent la tête. Lennox, signalé, fit un pas vers la pochette. Il prit la photo en main. L'image le heurta comme une goutte de pluie qui révèle un tissu moiré. Sky l'avait prévu. Lennox n'était pas un homme qui aimait les surprises, mais il n'était pas non plus un homme qui aimait avouer ses fautes sur place. Ce qu'elle n'avait pas prévu, et qui laissa un frisson glacé descendre le long de sa nuque, fut la rapidité avec laquelle il consulta l'un de ses assistants. Un murmure passa. On sortit un téléphone. Un message fut envoyé. Les caméras internes se concentrèrent. Les visages se tordirent en une variété de politesses mal contenues. Sky, qui avait longtemps attendu d'entendre la vérité prononcée, sentit l'ombre d'une déception. Peut-être cela finirait-il en discussion feutrée et en classement pour éviter la publicité. Elle ne recula pas. À ce moment, Elias, qui s'était tenu à distance, fit un pas en avant. Sa main tremblait lorsqu'il sortit le petit magnétophone. Il n'avait pas prévu, expliqua-t-il ensuite, tout faire publiquement. Il avait envisagé une confession privée, peut-être une lettre, peut-être rien. Mais regarder Lennox reprendre une photo laissa chez lui une rage calme, un désir de finitude. Il mit l'appareil sur le tronc, l'alluma et commença à parler sans chercher à séduire, mais avec l'épaisseur d'une voix qui porte des années. « Je m'appelle Elias Rowan, dit-il, d'une voix que les arbres semblaient retenir. J'ai pris 7 000 $ il y a 15 ans pour qu'on cesse de chercher. J'ai entendu l'argent comme un ordre, mais j'ai entendu aussi un battement plus fort, celui de la peur de perdre ce que j'aimais. J'ai brisé la confiance que j'aurais dû protéger. J'ai sauvé une enfant et j'ai vendu son silence. Je n'ai pas le droit de laver cela, mais je peux dire ce que j'ai fait. » Sa voix n'était pas dramatique, elle était nue, les mots tombaient et remplissaient l'espace entre les gens. Il dit ensuite comment la facture de l'hôpital avait été payée en partie par Petit Boulot, comment il avait compté les 8 000 $ initialement dus comme une dette qu'il n'aurait jamais pu rembourser autrement, comment le flacon mensuel qui coûtait environ 300 $ par mois avait vendu chaque année comme un rappel de la fragilité. Il n'évita pas les faits, il les nomma. Il admit le paiement, la signature qu'il avait aidé à préparer pour fermer l'affaire et les silences qu'il avait choisis pour protéger Sky. Sa voix, parfois brisée, devenait une preuve en soi. La foule resta figée. Les cadres, au départ gênés, eurent le réflexe d'appeler la sécurité, mais la sécurité n'est efficace que lorsque l'on sait quel angle protéger. Les smartphones se levèrent. Un assistant innocemment activa un enregistrement vidéo. Les images filtraient immédiatement vers plusieurs flux. L'ironie était cruelle. La même technologie qui avait permis à l'entreprise d'étendre sa réputation philanthropique servit en un instant à capturer la vérité. Lennox pâlit. Ses assistants firent feu de tout bois, tentèrent de ramener Elias à l'écart, proposèrent un café, des explications. Un avocat fut appelé. Des mots froids fusèrent. « Ce n'est pas le lieu », disait un conseiller. Mais la salle était dehors. La nature absorbe les paroles, mais les gens ont des téléphones. Un journaliste présent pour couvrir l'événement interne prit une vidéo et envoya le lien à un contact. Les réseaux se mirent à vibrer. Sky ne parla pas au début. Elle laissa Elias s'expliquer, laissa Lennox sentir l'air changer autour de lui. Elle enfila son cardigan rouge, s'éclaircit la voix et demanda simplement « Pourquoi ?» La question, posée sans haine, mais avec un poids, fit vaciller Lennox. Il répondit d'abord par des généralités, réputation, risque,
calcul. Puis, face au regard noir de Sky, ses mots se déliaient. Il avala sa propre histoire comme on avale quelque chose d'amer. Il nia certains détails, puis, confronté à la trace documentaire posée sur le tronc et à la voix d'Elias enregistrée, il passa d'un mécanisme de déni à une tentative de négociation. « Il y a des procédures », commença son avocat. « Cela nécessite enquête indépendante. » Les mots légaux étaient là pour freiner l'urgence émotionnelle. Mais la vidéo de la confession, la photo du cardigan et l'acte de décès falsifié étaient déjà des éléments tangibles. Dans la pieuvre des responsabilités se dessina peu à peu la forme d'un dossier pénal. La sécurité voulut éloigner le magnétophone. Elias le tint. « Enregistrez tout », dit-il, plus ferme que jamais. « Les mots ne doivent pas être choisis par des conseillers après coup. » Une étudiante en droit présente qui suivait l'événement pour un projet posa une question pertinente. « Pourquoi l'acte a-t-il été établi? Qui a signé ?» Le silence qui suivit fut lourd. Un assistant nerveux épargna une réponse. Des signatures administratives, des erreurs. Les erreurs, comme on sait, prennent parfois la forme de décisions d'hommes riches qui trouvent plus rentable d'acquitter des sommes que d'accepter la transparence. La police fut appelée par l'un des employés choqués de la tournure des événements. Ce n'était pas une arrestation immédiate, mais un signalement. Le flux d'images avait désormais touché un média local. Des messages commençaient à circuler. L'effet fut ultra rapide. Le département juridique de Dratic se mobilisa pour tenter de canaliser la crise. Les avocats de Lennox contactèrent des conseillers et la chef de la division communication rédigea un communiqué qui, selon elle, encadrerait la narration. Mais la narration avait déjà commencé ailleurs, dans des écrans portables, dans des groupes chat, dans les bureaux municipaux. Après que les premières minutes de confusion eurent laissé place à un calme professionnel, Elias prononça encore quelques phrases dans le magnétophone. Il acquiesça à la responsabilité morale et expliqua la somme de 7 000 $. Il laissa apparaître son regret, mais aussi sa volonté de réparer. Il appela la police lui-même, après en avoir parlé à Sky. Il fut interviewé brièvement par un policier venu sur place, il détailla l'échange, remit des copies des documents qu'il possédait et expliqua où il avait caché certains originaux. C'était une geste risquée, mais nécessaire. Il voulait que la vérité soit incontestable, qu'elle ne puisse être réduite à un caprice. Lennox, voyant que la marée montait, chercha à contenir la casse. Ses avocats parlèrent d'un audit interne, d'une revue par un cabinet externe. Ils proposèrent d'ouvrir des dossiers. Mais Sky n'avait pas l'intention d'accepter des manœuvres retardatrices. Cette fois, elle prit la parole. Elle s'adressa à l'Assemblée, aux employés, aux journalistes déjà en ligne. « Ce qui est au centre n'est pas une erreur administrative, dit-elle, la voix claire, le cardigan rouge comme une bannière. Ce n'est pas non plus une décision isolée. C'est une série de choix qui ont transformé ma survie en transaction. Mon existence a été convertie en 2 millions de $ sur un papier. J'ai des factures approuvées. 8 000 $ pour l'hôpital, les 300 $ par mois pour mes médicaments. Et j'ai un père qui a pris une enveloppe pour me sauver, mais qui a aussi vendu mon silence. Je n'ai pas cherché la vengeance. Je veux la vérité et la réparation. » Le public eut la sensation d'un vertige. Ici, sous les arbres, les grandes lignes d'un système se mettaient à nu. Les employés de Dratek, certains incrédules, d'autres gênés, observaient un homme qui avait bâti une réputation philanthropique être rattrapé par un acte signé et par un reçu. La clarté des documents réduisait la rhétorique des communicants. Les heures qui suivirent furent un enchaînement de démarches prudentes et d'effets en chaîne. La direction appela des conseillers externes. Un cabinet d'audit fut mandaté pour analyser les archives, les assurances furent contactées par leurs contrôleurs et un procureur local fut alerté par les premières images et par la remise de documents. Lennox se retira de la retraite en laissant derrière lui une pièce qui avait perdu de son éclat. Il annonça, par un communiqué sobrement rédigé, sa coopération volontaire avec les enquêteurs. C'était une posture plus calculée que sincère, mais pour la première fois, il n'était plus l'homme qui pouvait éviter les conséquences par des billets bien placés. La suite fut lente et procédurière, comme toutes les vraies revanches qui respectent la loi. Une enquête officielle fut lancée. Les auditeurs trouvèrent rapidement des lacunes, signatures contestées, procédures non respectées, correspondances internes qui laissaient entendre des ajustements dans les comptes. Un notaire fut interrogé au sujet de l'acte de décès.
Les pages de l'assureur montraient une police qui n'aurait pas dû être payée si l'affaire avait été traitée autrement. Ce n'était pas seulement une faute morale, il y avait là des indices de falsification et de fraude d'assurance. Pendant ce temps, la parole d'Elias continuait à faire son chemin. Son enregistrement avait été sauvegardé, transcrit et intégré au dossier. Les journalistes le diffusaient par segments, les commentateurs débattaient de la responsabilité des individus et des systèmes. Lennox vit des actionnaires s'émouvoir. Certains membres du conseil d'administration présentèrent leur désaccord avec la manière dont des dossiers sensibles avaient été traités. Dratek, habitué à réparer sa réputation par des dons, se trouva confronté à une demande plus profonde, rendre des comptes. Les poursuites ne furent pas instantanées. Le procureur prit son temps, rassemblant preuves et témoignages. Les avocats de Lennox tentèrent des stratégies, contester la légalité de l'acte, mettre en doute la chaîne de custodie des documents, obtenir des déclarations contradictoires. Mais la chasse de Sky avait été bâtie sur des éléments concrets, l'acte falsifié, le reçu de 7 000 $, la facture d'hôpital de 8 000 $, la sauvegarde des enregistrements. La procédure légale avança vers des chefs d'accusation plausibles. Falsification de documents, fraude d'assurance, complicité. La justice suivit son cours. Les médias firent leur travail. Les images filmées par des téléphones pendant la retraite circulèrent. Lennox, habitué au plateau télé, dut affronter l'hostilité publique. Sa fondation vit des dons se retirer, certains partenaires mirent en pause leur collaboration. L'empire bâti sur la réputation philanthrope perdit du terrain. Les chiffres, au fond, ne mentent pas. La réputation est une monnaie, et ici, elle se dépréciait. Si la bataille judiciaire prit de la place dans l'espace public, Sky et Elias durent aussi affronter les conséquences privées. Les jours suivants, ils furent interviewés à plusieurs reprises, mais Sky resta vigilante. Elle refusa l'attrait des gros contrats médiatiques qui promettaient exposition et argent. Elle savait que l'argent ne rendrait pas sa mémoire ou son enfance. Ce qu'elle désirait, c'était une réparation qui ait du sens. Quand vint le moment des négociations avec l'assureur, la compagnie chercha un accord pour éviter des procès coûteux. Lennox fut sommé de répondre et son conseil proposa une idée qui sonnait comme à la fois réparation et blanchiment moral. Verser la somme due, ou ce qui en restait, à une cause. Mais Sky et Elias, usés de l'idée que l'argent puisse racheter l'oubli, prirent une autre décision. Ils refusèrent de s'accaparer la somme. L'accord final ne fut pas simple. La preuve de la falsification entraîna une pression légale qui amena l'assurance à rouvrir le dossier. La police et la justice cherchèrent à établir des responsabilités et des sanctions. Des arrangements furent faits, mais sous supervision judiciaire. Lennox fut mis en examen pour fraude d'assurance et complicité, l'acte falsifié fit l'objet d'une enquête de police et des poursuites civiles furent engagées par des familles qui dénonçaient des pratiques similaires. Drone perdit plusieurs postes de responsabilité et vit des comptes gelés en attendant la résolution des procédures. L'accord le plus signifiant n'en fut pas un conclu dans un bureau luxueux, mais une décision prise par Sky dans une salle d'audience. Plutôt que de réclamer personnellement la somme de 2 millions qui figurait sur la police, elle demanda que les fonds récupérés servent à créer un fonds destiné à couvrir les frais médicaux et les soins des enfants vulnérables des vallées et des régions rurales. Elle proposa la création d'une fondation indépendante gérée par un comité mixte incluant des représentants des familles concernées, des professionnels de santé et des auditeurs indépendants. Son objectif était simple, transformer un crime individuel en mécanisme de réparation systémique. La juridiction accepta l'idée sous condition de vérification. Le processus nécessita la traçabilité complète des fonds, la nomination de 3 administrateurs et l'obligation d'utiliser au moins la moitié de tout règlement pour les dépenses médicales directes, y compris les médicaments d'entretien, ces bouteilles de pilules qui coûtaient environ 300 $ par mois, et des bilans de santé, les frais hospitaliers imprévus comme les 8 000 $ d'antan et des bourses d'accès. Le reste devint un fonds de prévention pour lutter contre l'effacement administratif des enfants à risque. Les premières distributions mirent du temps, mais elles furent réelles. Des familles touchées par des procédures similaires reçurent un appui financier. Des cliniques rurales virent l'équipement réparé. Des programmes de suivi pour enfants atteints de maladies chroniques furent lancés. Sky, qui aurait pu se retirer dans le confort payé par la somme, préféra rester, si peu que ce soit, à la barre du comité consultatif. Elle exigea transparence, relevés publics, audits annuels, conseils locaux. Elle voulait que l'argent ne soit pas un pansement, mais un filet. Elias subit aussi son prix.
La loi ne peut ignorer les choix, même quand ils furent faits sous l'angle du sauvetage. Il fut entendu par la justice comme témoin et, dans certains points, mis en cause pour complicité dans la falsification. Sa peine ne fut pas exemplairement sévère, le procureur, tenant compte de son rôle salvateur et de sa coopération franche, proposa un accord de réparation qui inclut du travail communautaire, des obligations de témoignage et une amende symbolique. Le plus grand coup pour Elias fut moral. Vivre avec l'idée qu'un acte commis pour protéger avait aussi causé un effacement public. Il accepta les conséquences avec gravité. Lennox connut une chute plus dure. Son empire vacilla, les poursuites civiles et pénales mirent à nu des pratiques opaques. Il fut mis en examen et plusieurs de ses administrateurs furent eux aussi inquiétés. Le procès, quand il survint, ne fut pas une simple exécution publique. Il permit cependant d'étaler en détail comment des pratiques de pouvoir convertissent des vies en opérations comptables. Le verdict, rendu après des mois, condamna des actes formels de falsification et de fraude d'assurance. La peine et les amendes reflétaient la gravité, mais aussi le volontarisme des juges à partager la morale publique. Ce n'était pas une revanche huileuse, ce n'était pas la destruction totale d'un empire, mais la reconnaissance d'un tort et la mise en place de mécanismes de réparation. Skye n'eut ni revanche cathartique, ni transformation miraculeuse de son corps. Sa maladie cardiaque restait une condition chronique. Elle continuait à prendre ses médicaments, environ $300 par mois, et à se rendre au contrôle. La vie avait simplement changé d'allure. Moins d'ombre, plus de lumière directe sur les factures. Le fonds créé permit de payer ses consultations et d'aider d'autres familles à couvrir le coût essentiel des traitements. Ce fut une victoire pratique plutôt qu'un effacement des blessures. Il subsistait une charge plus intime et plus complexe, la mémoire. Skye allait toujours garder des trous et des nuits sans réponse. Le cardigan rouge resta, parfois, un rituel. Elle le conserva précieusement et le porta la première fois qu'elle se présenta devant un comité pour expliquer l'usage des fonds. Le vêtement, taché du temps, devenait un signe, non pas de misère, mais de résistance. La relation avec Elias changea. Ils ne repartirent pas dans le même confort naïf d'autrefois. Ils se trouvèrent assis autour d'une petite table, sans grand espoir d'effacer le passé, mais avec la volonté de ne pas reproduire ces mécanismes. Elias fit des heures de bénévolat dans des cliniques, aida à installer des dossiers pour le fonds, raconta son histoire sans chercher à se disculper. Skye, elle, trouva un équilibre fragile. Elle accepta l'aide quand elle en avait besoin, elle refusa l'excès quand il s'agissait d'exploiter sa souffrance pour des récits à sensation. Il y eut des moments d'amertume. Parfois, en marchant dans la ville, Skye croisait des visages d'enfants et pensait à l'enfant qu'elle avait été, seule, recroquevillée, oubliée. Les flashs revenaient parfois dans les nuits calmes, la neige, la souche, l'odeur du désinfectant. Mais ces visions se mêlaient désormais à d'autres images, des formulaires signés par des gens qui acceptent enfin de rendre des comptes, une clinique équipée, un infirmier qui sourit à un parent désemparé. Ces scènes formaient un contrepoint à la douleur. Elle ne l'annulait pas, elle la transformait en responsabilité. La médiatisation de l'affaire eut des conséquences sociales. D'autres familles se manifestèrent, racontèrent des histoires similaires, pertes déguisées, procès d'oubli. Le débat public changea légèrement. On parla davantage de procédures d'archivage, de vérification d'actes et d'un contrôle renforcé des pratiques d'assurance. Des petites réformes naquirent, des organismes de contrôle firent des recommandations, le dispositif législatif ne fut pas révolutionné du jour au lendemain, mais la gravité du geste imposa des révisions, meilleure vérification notariale, double contrôle des indemnités en cas d'absence de corps, plus de sensibilisation dans les zones rurales. Ce que Skye réclama jusqu'au bout fut la dignité. Elle voulait que son nom réel ne soit plus une ligne brouillée dans des registres, elle voulait que les enfants comme elle ne puissent pas être effacés par des papiers et des chiffres. Elle demanda que les archives publiques deviennent plus accessibles et que les associations locales reçoivent des moyens pour suivre les cas à risque. Le fonds qu'elle convainquit d'établir alloua donc non seulement de l'aide immédiate, mais aussi des ressources pour la prévention administrative. Dans la courte durée, la restauration prit la forme de petites victoires, remboursement de certaines factures hospitalières, prise en charge du coût des médicaments pour quelques familles, achat d'un équipement pour une clinique locale. Plus significatif encore fut l'effet symbolique. Les institutions apprirent à craindre l'omerta. Les employés de Dratek, contraints à l'introspection, révisèrent leur code interne. Plusieurs démissions suivirent. Lennox, quant à lui,
dut affronter un long processus de reconstruction, pas tant de richesse que d'histoire personnelle, se défaisant de pièces d'une image trop soigneusement fabriquée. Sky ne devint pas une héroïne publique idéale. Elle garda des moments de colère, de désillusion. Parfois, elle se réveillait colère froide, se souvenant du prix réel de sa survie. Nuit sans sécurité, regard coupé, une enfance amputée. D'autres fois, elle sentait un apaisement rare, l'idée que sa douleur ait permis d'éviter à d'autres un oubli choisi. Elle finit par accepter que la justice réelle se mesure moins à la punition qu'à la réparation durable. L'épilogue de cette histoire, si l'on peut dire, n'est pas une fermeture dramatique, mais une suite d'éclairs de réparation. Sky continua à vivre avec son cœur fragile, à prendre ses médicaments, à se rendre aux examens. Son nom, désormais rétabli publiquement, ne fut plus une page blanche signée d'un reçu de 7 000 $. Elias demeura à ses côtés, imparfait et contrit, travaillant pour réparer, non pour effacer. Ils trouvèrent des façons de vivre qui ne dépendaient pas d'un secret. La clairière resta là, témoin silencieux de l'épreuve. Parfois, Sky passait seule de l'autre côté des arbres. Elle déposait une petite étoffe rouge sur une pierre, un geste privé. Les saisons passaient, le froid revenait, la neige couvrait la mousse et le paysage reprenait son indifférence ancienne. Mais la vérité, une fois semée, germait ailleurs, dans des dossiers mieux tenus, dans des familles qui recevaient de l'aide, dans une loi qui regardait désormais de plus près. Elle avait survécu, mais le prix, elle le porta comme un titre, non pas uniquement le coût monétaire, 8 000 $ pour l'hôpital, 300 $ par mois pour les médicaments, la somme de 7 000 $ qui avait scellé des silences, la police d'assurance de 2 millions, mais aussi le prix moral, des années à questionner, une mémoire incomplète, une enfance altérée. La réparation qu'elle construisit transforma en quelque chose de vivant ce que l'on avait tenté de transformer en valeur. Au lieu que sa survie serve à racheter la réputation d'un homme, elle devint le moteur d'un filet de sécurité pour d'autres enfants. Quand on lui demanda, longtemps après, si l'ensemble valait le chagrin, elle répondit simplement « On ne choisit pas ce qu'on a subi, mais on peut choisir ce qu'on fait avec la vérité ». Elle regarda le cardigan rouille, maintenant rangé dans une boîte à la maison, et sourit d'un sourire qui n'était ni guéri ni amer, mais vrai. La question posée au départ, elle a survécu, mais à quel prix, avait trouvé plusieurs réponses. Le prix avait été réel et lourd, mais il avait également produit, lentement, une forme de justice réparatrice. Des fonds pour les familles, une exposition publique, des changements institutionnels, et la possibilité de Sky de se nommer sans honte. Cette histoire est une fiction, construite pour rappeler que le pouvoir peut choisir le silence, mais que la vérité finit souvent par forger son propre chemin. Si, en écoutant, vous vous demandez ce que vous feriez si vous étiez face à un choix pareil, souvenez-vous que la justice la plus utile est souvent celle qui transforme le dommage en soutien aux vulnérables. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits explorant la façon dont des vies ordinaires affrontent des systèmes extraordinaires, et dites dans les commentaires d'où vous regardez.